Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce mardi 15 janvier. Football, c'est la quinzaine du kit ou double pour Montpellier. Premier combat en Bretagne pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. Ce mercredi, Rennes contre le MHSC. 2 636 400, c'est le nombre d'habitants en Languedoc-Roussillon. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la région se place au deuxième rang national des plus fortes croissances démographiques sur 10 ans. Enfin, le festival flamenco de Nîmes continue jusqu'au 19 janvier. À la fin de cette édition, nous vous emmènerons à la découverte d'un art flamenco original. Il est pratiqué en Extrémadure, dans le sud-ouest de l'Espagne. Mais on commence par cette information annoncée en milieu d'après-midi, le décès d'Éric Béchu, l'ancien entraîneur du Montpellier Rugby. Il luttait depuis plus d'1 an contre un cancer. Éric Béchu, 53 ans, est décédé ce mardi dans une clinique toulousaine. Opéré en janvier 2012, il avait retrouvé le banc de touche en avril, ancien joueur de Colomiers ou Saint-Gaudens. Il avait notamment entraîné Albi pendant 10 ans avant d'arriver à Montpellier en 2010 en tant que co-entraîneur aux côtés de Fabien Galtier. Les obsèques d'Éric Béchu devraient avoir lieu ce vendredi à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Football, c'est le début d'une quinzaine décisive pour le MHSC. Un match à très fort enjeu tous les 3 jours. Premier épisode ce mercredi à Rennes pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. Les hommes de René Girard vont sans doute avoir en tête leur bonne reprise en championnat pour ce début d'année. Reportage à l'entraînement ce matin, Jean Brun. Exceptionnellement, même le froid s'y est mis, comme pour aider le champion en titre à préparer au mieux son déplacement à Rennes. Pas pour une visite de courtoisie entre entraîneurs au Verbeau, mais pour disputer aux hommes d'Antonetti une place en finale de la Coupe de la Ligue. On sait que c'est le Stade de France, on y a goûté, on sait ce que ça amène. Je crois que ce qui était important surtout, c'est de savoir que c'est un match de coupe, quoi. C'est de mettre ça dans la tête, que c'est à élimination. Il y a un vainqueur le soir, automatiquement. Donc je crois que oui, les garçons savent que c'est un match à 2 pas du Stade de France. Ouais. Si Montpellier peut s'appuyer sur une reprise victorieuse face à Lorient, le week-end dernier, Rennes aura à cœur de se remettre à l'endroit après son revers bordelais. Un match de reprise, c'est jamais évident, donc ils reçoivent Bordeaux, qui est une équipe très, très difficile à jouer à domicile. Voilà, c'est pas bien passé pour eux, mais ils vont être revanchards au contraire, donc le bon moment, je sais pas. En tout cas, c'est le bon moment pour nous parce qu'on est dans un état de forme très intéressant. Donc voilà, c'est dans la continuité à nous de gagner ce match pour bien continuer le reste de la saison. Engagé dans un mois de janvier aux objectifs multiples, Montpellier pourrait bien se rappeler au bon souvenir de ses récents détracteurs. Mais pour cela, le premier objectif reste une victoire en Bretagne. Rennes Montpellier donc ce mercredi à 21h. Foot toujours, Jean-Alain Fanchon est la nouvelle recrue du Nîmes Olympique. Âgé de 24 ans, il opère au poste de latéral gauche. Appartenant à l'Udinese, Jean-Alain Fanchon quitte l'Italie. Il avait été prêté pour une saison à Watford en D2 anglaise, mais son absence sur le terrain lui a fait chercher un autre club. Il est à présent prêté pour 6 mois par l'Udinese au Nîmes Olympique. Il a été formé à Strasbourg, il a aussi joué à Arles-Avignon, ce qui lui a permis de jouer face aux Crocos au Stade des Costières. Écoutez ses motivations au micro d'Alain Belon. L'ambition de Nîmes, c'est ça, je pense, qui m'a poussé à venir ici, qui est au moins en sachant que si je retrouve au plus vite vraiment mon vrai niveau, je sais que je pourrais m'imposer dans ce club et les aider. Déjà, je suis latéral gauche, je pense déjà à essayer de bien défendre. Et après, dès que je peux apporter mon soutien offensif, je le fais parce que c'est vraiment le truc que je préfère le plus sur le terrain. Je sais très bien que le premier match que je vais faire, physiquement, ça va être dur. Mais après, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué, certes. Mais l'ambition et l'envie que j'ai, je pense que ça passera au-dessus de la fatigue. L'INSEE dévoilait aujourd'hui les derniers chiffres de la population du Languedoc-Roussillon. La région se place au 2e rang national, juste derrière la Corse, des plus fortes croissances démographiques sur la période 1999-2010. C'est toujours l'Hérault et notamment Montpellier qui connaissent les afflux de population les plus importants. Les détails, Christian Bonnardel et Damien Renard. 2 636 400 habitants en 2010. La tendance se confirme. La région Languedoc-Roussillon attire chaque année 30 500 nouveaux habitants, soit une progression de 1,3%.
Ces populations s'installent le long des aires urbaines de l'arc méditerranéen et de l'axe Narbonne-Toulouse. Les petites communes, en périphérie des grandes villes, séduisent le plus. La grande exception reste Montpellier, qui continue de croître autant que sa banlieue, avec 400 nouveaux habitants par mois. 40% des personnes, des nouveaux arrivants en Languedoc-Roussillon occupent un emploi. Donc ils viennent occuper un emploi, soit dans la fonction publique, soit dans les entreprises, soit ils créent leurs propres activités dans la région. Le marché du travail ne correspond pas à la progression démographique. Quand un couple s'installe en Languedoc-Roussillon, l'un des conjoints, la femme souvent, ne trouve pas de travail immédiatement. La région attire également les étudiants et les retraités. Ces derniers représentent une manne pour l'emploi dans les domaines du service à la personne. La bonne nouvelle vient aussi de ce que l'on appelle le solde naturel, plutôt positif. Chaque année, il naît à peu près 5000 enfants de plus qu'il ne meurt de personnes. Donc on a à peu près 30 500 naissances dans la région chaque année, 25 500 décès. Donc on a aussi un solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, qui explique pour 1/5 la croissance de la population. Même si les femmes ont aujourd'hui leur premier enfant de plus en plus tard, la croissance démographique ne semble pas prête de s'arrêter dans notre région. C'est une visite un peu particulière qui s'est déroulée la semaine dernière dans 2 prisons, celle des Baumettes à Marseille et celle de Villeneuve-les-Maguelones près de Montpellier. 6 parlementaires, dont Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault, sont venus vérifier l'avancée des travaux de dératisation ordonnés en urgence aux Baumettes. Anne-Yvonne Ledin a poursuivi seule la visite à Villeneuve-les-Maguelones. La parlementaire est, comme ses 6 collègues, membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle a été profondément choquée de sa visite dans la prison marseillaise. Écoutez. Je n'imaginais pas qu'on pouvait en France encore loger des êtres humains dans de telles conditions. C'est dramatique. C'est dramatique de pauvreté, de saleté, de délabrement, de rouille, de canalisation qui goûte, de seaux en plastique sous les murs pour éponger l'eau qui tombe. C'est intolérable. C'est intolérable. Villeneuve-les-Maguelones, non, honnêtement, c'est bien. C'est bien, c'est une prison, c'est dur. Mais c'est bien, c'est propre, on n'a pas du béton brut par terre. Le directeur actuel a fait un travail colossal de formation pour faire installer du carrelage. C'est remarquablement carrelé, c'est d'une propreté absolue. Et je crois que ça fait partie des choses qui sont de bon niveau. Politique toujours, Gilles Carrez était à Montpellier ce lundi soir. Le député UMP, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, est venu parler fiscalité lors d'un dîner-débat organisé par l'association Montpellier Métropole 2014. Une association qui réunit notamment des élus de droite, mais aussi des chefs d'entreprise censés plancher sur un programme pour les prochaines municipales. Lors d'un point presse, Gilles Carrez a indiqué que, vu de Paris, la pression fiscale montpelliéraine était considérée comme particulièrement forte. Même s'il admet que la ville s'est transformée, selon les députés UMP, les Montpelliérains en ont eu pour leur argent. Mais ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui. Les collectivités doivent maintenant maîtriser les dépenses publiques. Écoutez. Les effectifs des collectivités locales ont augmenté chaque année, sans compter les transferts liés à la décentralisation, chaque année de 35 000. Autrement dit, en 20 ans, les effectifs des collectivités locales, les personnels, ont augmenté de 700 000. Aujourd'hui, je crois que la raison exige de ne plus remplacer un certain nombre de départs en retraite, d'essayer vraiment de maîtriser les effectifs et donc la masse salariale. Sinon, ce sera à nouveau des augmentations d'impôts insupportables. Voilà, et dans une interview parue dans le quotidien Midi Libre ce lundi, André Vézinet, le président socialiste du Conseil général de l'Hérault, est visiblement d'accord avec Gilles Carrez. Il a indiqué que les départs en retraite des agents départementaux ne seront pas remplacés, 100 de personnes en moins dès 2013. Vous les avez sûrement vus sur la place de la Comédie, distribuant des repas aux sans-abri. Ils sont généralement une petite dizaine à se donner rendez-vous 2 fois par semaine. De simples particuliers, tous sont bénévoles, dont ils ont la seule motivation et la solidarité. Moi, Delia Kaby les a rencontrés. Je sors le cake. Nous sommes dans la cuisine de Natalia, l'une des bénévoles du collectif des amoureux de la vie. Ils sont plus d'une vingtaine, entre Montpellier et Sète, à distribuer des repas au sans domicile fixe. Aujourd'hui, pas de soupe, mais un plat plus consistant et plus adapté à la vague de froid. Alors d'habitude, on fait de la soupe, mais là, on a fait des pâtes cette semaine parce qu'il fait très très froid. Ça va permettre de leur tenir au corps.
Natalia et son ami Anouk se sont engagés après avoir vu un reportage sur Patrice. C'est lui qui est à l'origine de la démarche. Il est aussi bénévole au 115 du particulier, où il s'occupe de placer des sans-abri chez des volontaires. On y va. On y va. Une fois les préparatifs achevés, direction la place de la Comédie où ils rejoignent les autres bénévoles. Depuis le début de l'année, ils y sont tous les lundis et jeudis soirs. Une initiative fort appréciée par les bénéficiaires. Je trouve que c'est une super bonne action, d'autant plus que c'est tous des bénévoles et c'est leurs frais, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est à leur compte, je veux dire, ils demandent rien à la personne et ils n'ont pas de titre associatif, ils font ça juste pour se rendre utile. C'est des bolognaises. Hein. Si la bolognaise a rencontré un franc succès, les amoureux de la vie ne se contentent pas de fournir à manger. Ils sont là aussi pour tendre l'oreille et pourvoir aux besoins élémentaires, chaussettes, gants et kits de toilette, toujours sur leur propre denier. Quand on essaye vraiment de se débrouiller, c'est relativement dur, surtout tout ce qui est vêtements hommes, les chaussettes, les sous-vêtements. Sinon, les déménagements. Moi, ça a été mon cas. Hein. Je suis arrivée sur Montpellier, donc j'ai pu donner tout ce qui était linge de maison, serviettes, faire des kits d'hygiène. Le collectif est à la recherche de bénévoles pour être présent plus souvent en semaine et tous les dons sont évidemment le bienvenu. Pour cela, vous pouvez passer par leur page Facebook. Le festival flamenco de Nîmes, 23e édition, continue jusqu'au 19 janvier. Vous connaissez sans doute le flamenco traditionnel né en Andalousie, mais sachez qu'il en existe d'autres comme celui pratiqué dans la communauté d'Extrémadure, un art flamenco spécifique mis à l'honneur par le théâtre de Nîmes à travers un partenariat qui a été conclu l'an dernier avec le gouvernement autonome de cette province du sud-ouest de l'Espagne. Reportage en Espagne et à Nîmes, Christophe Chay, Antoine Chausson. Berceau du flamenco traditionnel, l'Andalousie fait des envieux. L'Extrémadure, communauté autonome voisine, souhaite également exister à travers sa culture, son identité et cette discipline artistique. Eux aussi ont besoin de faire connaître leur flamenco, puis leur autonomie, leur région. Et on a beaucoup de similitudes entre. Il y a le flamenco, il y a les taureaux qui sont fameux ici. Et il y a aussi le jambon, voilà, il y a l'huile d'olive. Mais il y a aussi ce flamenco qui est un peu particulier parce que l'Extrémadure est un peu dans une enclave. Et justement, il y a un peu cet éclat qui est gardé, qui est préservé par justement peut-être aussi moins de facilité de communication, moins de facilité d'échange que l'Andalousie et moins de moyens également aussi. Ils ne sont pas au centre de l'Espagne, à la région le plus touristique du sud, etc. Et avec notre flamenco, avec Celia Romero, Pedro Cintas, Jesús Ortega, et chacun avec son spécialité. Et on peut montrer les racines de notre culture. Fort d'un partenariat établi l'an passé avec le théâtre de Nîmes, le gouvernement extrémaigne met l'accent sur ces jeunes artistes, protagonistes du spectacle Extrémadure, territoire flamenco, parmi lesquels Celia Romero, tout juste âgée de 17 ans, et grand espoir du chant. L'année dernière, j'ai remporté à 16 ans le prix de la Lampera Minera au Festival international de chant de las Minas à La Unión. Je suis très heureuse car c'était la première fois qu'une jeune femme mineure remportait ce prix en 51 années d'existence. En Extrémadure, nous avons deux palos spécifiques, les tangos et les raleos. Le tango extremeño est très joli alors que les raleos ressemblent un peu aux bulerías frappées. Ils s'interprètent assez lentement et il est nécessaire de leur donner ce toque si propre à l'Extrémadure qui est notre marque de fabrique. C'est un flamenco plus spécial en relation avec notre culture autochtone. Et je pense que tout le flamenco fait ces grandes familles du flamenco. Depuis le siège de son gouvernement autonome à Mérida jusqu'à la scène du théâtre de Nîmes, le flamenco extremeño continue d'apporter sa pierre à la diversité du duende. Voilà, jusqu'au 19 janvier à Nîmes. C'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Marlène Mec dès 12h30 pour votre info locale. Passez une excellente soirée sur TV Sud.